17 décembre 1944. Forêt d'Ardan, Belgique. L'écrivain d'Oberth, Hans Müller, accroupi dans son terrier gelé, écrivit dans son journal des mots qui le hanteraient pour le reste de sa vie. Les Américains ne sont pas comme les Russes. Leur artillerie est tout autre chose. Ce n'est pas le volume du feu, même si c'est déjà assez terrible. C'est la vitesse. C'est la précision. C'est savoir que vous n'avez pas le temps de réagir. Un instant, il y a le silence, l'instant d'après, le monde explose. Ce matin-là, à travers le brouillard épais, Müller avait été témoin de quelque chose qui a brisé toutes les hypothèses des soldats allemands sur la capacité militaire américaine. Son bataillon, qui faisait partie de la 6e armée SS Panzer, venait de lancer le dernier pari d'Hitler à l'ouest. Ils avaient réussi à créer une surprise totale face aux positions américaines peu détenues. La victoire semblait à portée de main. Puis l'artillerie américaine les trouva. Ce que Müller ne savait pas, ce qu'aucun soldat allemand avançant à travers ces forêts enneigées n'aurait pu savoir, c'est qu'il était sur le point de rencontrer le système d'artillerie le plus meurtrier jamais déployé en guerre. Un système si avancé, si dévastateur et si précisément coordonné qu'il briserait la dernière offensive allemande et révélerait la véritable profondeur de la supériorité militaire américaine. L'effondrement avait commencé bien avant la bataille des Ardennes. Tout au long des années 1943 et 1944, les vétérans allemands transférés du front de l'Est pour affronter les forces américaines en Italie, en France et aux Pays-Bas emportaient avec eux des hypothèses forgées au cours de batailles désespérées contre l'artillerie soviétique. Ils avaient appris à survivre au bombardement russe grâce à une dure expérience. Les Russes tiraient à distance, donnant aux troupes allemandes de précieuses secondes pour se mettre à couvert. Les obus arriveraient selon des schémas prévisibles, permettant le mouvement entre les barges. La direction du tir était souvent lente, prenant 10 à 15 minutes entre l'observation et l'impact. Les Américains étaient différents, terriblement différents. Gapa Otto Schmidt, un vétéran de 2 ans sur le front de l'Est, capturé avec le corps africain en Tunisie en mai 1943, décrira plus tard sa première rencontre avec l'artillerie américaine dans une interview d'après-guerre. Nous avions pris position dans un oued au nord de Tunis. Bonne couverture, avons-nous pensé. Il aurait fallu aux Russes 1 heure pour nous trouver et 1 autre heure pour aligner leurs canons. Nous nous sentions suffisamment en sécurité pour réchauffer notre café du matin. Puis nous l'avons vu. Un petit avion pas plus gros qu'un avion de reconnaissance survolant à peut-être 500 mètres d'altitude. Nous y avons à peine prêté attention. Ces avions n'avaient pas d'armes. Nous avons supposé qu'ils faisaient de la photographie. 3 minutes plus tard, sans sommation, sans tir, sans aucune indication, c'est tout l'oued qui est entré en éruption. Les obus atterrissent simultanément et non dans l'ordre. L'air éclate au-dessus de nous, le sol éclate parmi nous. En 30 secondes, ma compagnie a cessé d'exister en tant qu'unité combattante. J'étais l'un des 11 survivants sur 123 hommes. L'avion que Schmidt avait vu était un L-4 Grasshopper, la plateforme volante américaine d'observation avancée. Ces Piper Cubs sans prétention allaient devenir l'avion le plus redouté de l'armée allemande. Pas pour les armes qu'ils portaient, mais pour ce qui a suivi leur apparition. Les soldats allemands ont appris une amère vérité. Lorsque vous aperceviez une sauterelle au-dessus de votre tête, il vous restait quelques minutes, peut-être seulement quelques secondes, avant que l'artillerie américaine ne transforme votre position en un terrain de massacre. Lieutenant Friedrich Bové, un officier d'artillerie qui avait coordonné les tirs de contre-batterie sur le front de l'Est, a documenté son étonnement dans des lettres découvertes des décennies plus tard dans les archives militaires allemandes. J'ai étudié les procédures de l'artillerie américaine à partir de documents capturés. Au départ, je pensais que ces documents étaient une tromperie, une propagande destinée à intimider. Aucun système d'artillerie ne pouvait fonctionner comme décrit. La coordination requise serait impossible. Ensuite, j'en ai été témoin moi-même. Près de Seno, une MRT, sauterelle américaine, est apparue. Nous l'avons suivie, nous préparant à déplacer nos armes comme procédure standard. Avant que nous puissions bouger, avant même que nous ayons calculé les données de tir pour les tirs de contre-batterie, des obus américains atterrissaient sur notre position. Pas de tir aléatoire, pas de saturation de zone, un tir précis sur chaque arme. Ils avaient calculé des solutions de tir, coordonné plusieurs batteries à différentes distances et lancé des tirs simultanés en moins de temps qu'il n'en fallait à nos propres observateurs avancés pour transmettre par radio les coordonnées de la carte à notre centre de direction de tir. Le secret de la supériorité de l'artillerie américaine ne résidait pas dans une seule innovation,
mais dans un système global intégrant la technologie, la formation et la capacité industrielle à un niveau que l'Allemagne ne pourrait jamais égaler. La base était le centre de direction de tir, un concept qui a révolutionné l'emploi de l'artillerie, où les batteries d'artillerie allemandes calculaient individuellement les solutions de tir. Les batteries américaines transmettaient toutes les données à un centre central de direction des tirs qui pouvait coordonner simultanément les tirs de dizaines de batteries. Le système FDC dépendait de tables de tir précalculées. Dans les bureaux des États-Unis, des salles remplies de femmes travaillaient avec des calculatrices mécaniques, des règles à calcul et des tables de logarithmes calculant des solutions de tir pour chaque combinaison imaginable de variables. Vitesse et direction du vent, température, humidité, usure du canon, température du propulseur, différence d'altitude entre le canon et la cible. Ces tableaux, imprimés dans des livres suffisamment petits pour être transportés dans une mallette, permettaient aux officiers américains de la direction des tirs de calculer des solutions de tir précises en quelques minutes plutôt qu'en heures. Edmond Vera Hoffman, professeur de mathématiques enrôlé dans l'artillerie du Wehrmacht, a examiné les tables de tir américaines capturées après la guerre. Son analyse conservée dans les archives militaires allemandes révélait son appréciation stupéfaite. Ces tableaux représentent des années de travail informatique. Des milliers d'heures sur des calculatrices mécaniques. Ils avaient calculé des solutions pour chaque variable que nous pourrions rencontrer sur le terrain. En comparaison, nos propres tables de tir étaient rudimentaires et nécessitaient des calculs approfondis sur le terrain pour chaque mission. Les Américains avaient fait le calcul à l'avance. Sur le terrain, ils ont simplement cherché la réponse. Mais les tableaux ne pouvaient à eux seuls expliquer l'efficacité dévastatrice de l'artillerie américaine. La véritable révolution a été le temps visé, une technique de tir si avancée que peu de pays possédaient la capacité de l'exécuter. Le temps sur la cible, universellement connu sous le nom de tout-T, coordonnait les tirs d'artillerie, de sorte que les obus de plusieurs batteries tirent à des moments différents en fonction de leur distance par rapport à la cible arrivaient simultanément dans une fenêtre de 3 secondes. L'effet fut catastrophique. Les soldats allemands n'ont reçu aucun avertissement, aucun tir à distance, aucune accumulation progressive de tirs. Un instant, silence. L'instant d'après, des dizaines d'obus explosent simultanément. Les troupes à découvert, dont la survie contre l'artillerie conventionnelle dépendait de leur chute à plat ventre dès la première explosion, n'eurent pas le temps de réagir. Des études menées après la guerre ont révélé que 66% des pertes d'artillerie se produisaient dans les premières secondes d'un barrage. Le temps passé sur la cible a maximisé les pertes en éliminant l'avertissement. Stadtfeld Kurt Zimmermann, qui a survécu aux frappes pendant la bataille des Ardennes, a écrit dans son journal découvert par les forces américaines dans un poste de commandement capturé. Il ne s'agit pas d'artillerie telle que nous l'entendons. C'est quelque chose de nouveau. Vous n'entendez rien. Puis le monde prend fin. Chaque obus arrive dans la même seconde. Les explosions aériennes tuent des hommes qui survivraient aux explosions au sol. Les explosions au sol tuent des hommes qui survivraient aux explosions aériennes. Il n'y a pas de temps pour plonger pour se mettre à l'abri, pas de temps pour atteindre un trou, pas même de temps pour tomber à plat. Vous êtes simplement vivant un instant et blessé ou mort l'instant d'après. La rapidité de la réponse de l'artillerie américaine a choqué les commandants allemands. L'artillerie allemande, considérée comme l'une des meilleures au monde, pouvait tirer en 8 à 10 minutes dans des conditions idéales. L'artillerie américaine délivrait régulièrement des tirs précis en 3 minutes. Cette vitesse découle de plusieurs facteurs. Les observateurs avancés américains utilisaient de nouvelles radios FM qui assuraient une communication claire, statique et libre. Les forces allemandes comptaient toujours principalement sur les radios AM en proie à des interférences. Les radios américaines étaient également bien plus nombreuses. Chaque bataillon d'infanterie disposait de plusieurs observateurs avancés équipés de radios. Les bataillons allemands disposaient généralement d'une ou 2 radios, souvent partagées entre les unités. Les observateurs avancés eux-mêmes représentaient un autre avantage américain. Les observateurs avancés allemands étaient des officiers d'artillerie, manquant souvent de formation ou d'expérience en matière d'infanterie. Les observateurs avancés américains étaient du personnel spécialement formé qui comprenait les tactiques de l'artillerie et de l'infanterie. Ils se déplaçaient avec des unités d'infanterie, vivaient avec des soldats d'infanterie et coordonnaient les tirs dans le cadre d'opérations interarmes. De plus, les observateurs d'artillerie américains pouvaient faire appel à tout un noyau d'artillerie, et non seulement à leur propre bataillon. Le système permettait à un seul observateur avancé de coordonner les tirs de dizaines de batteries en quelques minutes.
Un lieutenant demandant un appui-feu pourrait réduire le poids de méta équivalent à une petite frappe aérienne lancée avec plus de précision et de rapidité que n'importe quel appui aérien. Heinrich Müller, commandant d'un régiment d'infanterie détruit près de S-Faible en juillet 1944, a documenté cette capacité dans son rapport final. Une seule compagnie d'infanterie américaine encerclée dans un village a tenu tout mon régiment pendant 6 heures. Chaque fois que nous tentions d'attaquer, les tirs d'artillerie nous repoussaient. Pas à partir d'une seule batterie, mais de ce qui semblait être des dizaines de batteries. L'observateur avancé de cette compagnie, probablement un locataire ou un capitaine de gauche, disposait d'une puissance de feu supérieure à celle que je pouvais mettre en œuvre avec l'ensemble de mon artillerie régimentaire. Nous avons perdu 400 hommes en tentant d'envahir 120 Américains. Nous avons échoué. Les pièces d'artillerie elles-mêmes démontrèrent la supériorité industrielle américaine. L'obusier M2A1 205 mm, la pièce d'artillerie légère américaine standard, était une merveille d'ingénierie et de fabrication. Rock Island Arsenal avait perfectionné des techniques de production qui permettaient une fabrication rapide selon des tolérances précises. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 8536 obusiers M2A1 avaient été produits. Chaque division d'infanterie américaine disposait de 36 de ces obusiers organisés en 3 bataillons de 12 canons chacun. Ces bataillons étaient entièrement motorisés, remorqués par des camions ou des half-tracks capables de se déplacer à des vitesses d'autoroute. Le déplacement d'une position de tir à une autre, une évolution qui prenait 2 à 3 heures à l'artillerie hippomobile allemande, prenait aux batteries motorisées américaines 20 à 30 minutes. Le contraste en matière de mobilité était frappant. L'artillerie allemande est restée majoritairement tirée par des chevaux tout au long de la guerre. Malgré la propagande nazie montrant des divisions panzers mécanisées, environ 80% des drones de la force motrice allemande reposaient sur des chevaux pour leur transport. L'Allemagne a commencé la Seconde Guerre mondiale avec 514 000 chevaux et s'est terminée avec 1 198 000 en février 1945. Chaque pièce d'artillerie allemande nécessitait 6 à 8 chevaux et prenait des heures pour s'armer, se déplacer et se libérer des conditions hivernales. Le mouvement est devenu presque impossible. L'écrivain de deuil Paul Richter, affecté à une batterie d'artillerie allemande en Normandie, a tenu un journal détaillé qui a survécu à la guerre. Nous avons vu l'artillerie américaine se déplacer au cours d'une bataille. Ils ont tiré leur mission, puis des camions sont apparus. En moins de 20 minutes, toute la batterie avait armé ses canons et était partie. Il nous a fallu 2 heures minimum pour réaliser la même évolution, et cela supposait du beau temps et des routes bonnes. Dans la boue ou sous le feu, il nous faudra peut-être 4 heures. Les Américains s'installeraient dans une nouvelle position et seraient prêts à tirer à nouveau avant que nous ayons fini de bouger. Nous menions une guerre du XIXe siècle avec des chevaux contre un ennemi menant une guerre du XXe siècle avec des camions. Le résultat était inévitable. Les obusiers américains de 155 mm ont fourni un appui-feu encore plus dévastateur. Chaque division disposait de 12 obusiers M1 de 155 mm dans un bataillon distinct. Ces canons tirant des obus de 43 kg à des distances supérieures à 14 000 mètres fournissaient au commandant de division un puissant coup de poing capable de détruire des fortifications qui survivraient à des tirs de plus petit calibre. Le 155 mm était en soi un triomphe de l'ingénierie. Conçu à la fin des années 1930 et standardisé en mai 1941, il combinait portée, précision et fiabilité. 10 300 exemplaires furent produits pendant la guerre. Le canon pouvait être remorqué à vitesse d'autoroute par un camion ou un half-track, permettant un déplacement rapide. La cadence de tir était de 4 coups par minute, bien que des équipages bien entraînés puissent brièvement atteindre 6 coups par minute. Mais même ces moyens divisionnaires ne sont rien à côté de l'artillerie disponible au niveau du noyau et de l'armée. L'artillerie de base américaine comprenait généralement des bataillons de canons de 155 mm, des obusiers de 8 pouces et même des obusiers massifs de 240 mm. Ces armes capables de détruire n'importe quelle fortification pourraient être sollicitées par des observateurs avancés au niveau du bataillon. La pyramide de la puissance de feu signifiait qu'une seule compagnie de fusiliers pouvait en quelques minutes abattre le feu du noyau divisionnaire et même de l'artillerie de l'armée. L'artillerie allemande, en revanche, était organisée de manière rigide. Le CPS et l'artillerie de l'armée étaient des commandements distincts, non disponibles pour soutenir les opérations divisionnaires sans une coordination et une approbation approfondie par l'intermédiaire de plusieurs quartiers généraux. Les divisions d'infanterie allemandes possédaient leur propre artillerie, mais appeler le feu de l'artillerie de base nécessitait de transmettre les demandes de la division au noyau, ce qui prenait souvent des heures pour l'approbation.
Au moment où les tirs arrivaient, s'ils arrivaient, la guerre mobile américaine avait déplacé la ligne de front. Lieutenant Joachim Weber, un observateur avancé qui avait demandé un soutien d'artillerie de base pendant la campagne de Normandie, a documenté sa frustration. J'ai appelé l'artillerie de base à 9h15. L'ennemi massait des chars pour attaquer notre position. J'ai fourni des coordonnées exactes, décrit la cible, expliqué la situation tactique. À 13h30, 4 heures plus tard, j'ai finalement reçu des tirs. 3 salves. À ce moment-là, les chars américains avaient terminé leur attaque et se retiraient. Notre position a été dépassée. Je n'ai survécu que par chance. L'artillerie de base, qui aurait pu nous sauver, est arrivée trop tard pour avoir de l'importance. La sophistication technique de l'artillerie américaine s'étendait aux munitions elles-mêmes. Alors que l'Allemagne était aux prises avec des pénuries de propulseurs et une production d'obus incohérente, l'industrie américaine livrait des munitions en quantité apparemment illimitée, fabriquées selon des spécifications précises garantissant des performances constantes. Plus important encore, les Américains déploient le fusible à retard variable, le fusible VT, une merveille technologique qui s'avéra décisive. Le fusible VT, également appelé fusible de proximité, contenait un émetteur et un récepteur radar miniature dans le nez de l'obus d'artillerie. L'émetteur diffusait un signal radio. Lorsque l'obus s'approchait du sol ou de tout autre objet, le signal réfléchi déclenchait la détonation. Le résultat fut un obus qui explosa à une hauteur optimale pour une létalité maximale, généralement entre 10 et 20 mètres au-dessus du sol. La fusée VT a transformé l'efficacité de l'artillerie. Les fusibles temporisés conventionnels nécessitaient de calculer le temps précis jusqu'à la cible, puis de régler le fusible en conséquence. Le vent, la température, l'usure du canon, tout cela affectait le temps de vol de l'obus. Même de petites erreurs signifiaient que les obus explosaient trop haut ou s'enfonçaient dans le sol avant la détonation. Le fusible VT a éliminé ces variables, garantissant une explosion d'air optimale quelles que soient les conditions. Le VT-Fuse avait été utilisé pour la première fois au combat par l'USS Helena le 5 janvier 1943, abattant un bombardier en piqué japonais au large du canal de Guadalajara avec seulement 2 à 3 salves. Tout au long des années 1943 et 1944, les fusées VT se sont révélées d'une efficacité dévastatrice dans les opérations antiaériennes navales et contre les bombes volantes V1 au-dessus de l'Angleterre. Cependant, les craintes que cette technologie ne tombe entre les mains des Allemands ont empêché son utilisation dans l'artillerie terrestre en Europe. Le général Dwight Eisenhower a personnellement demandé l'autorisation d'utiliser des fusibles VT pendant la bataille des Ardennes, arguant que leur efficacité justifiait le risque pour la sécurité. Le Pentagone a d'abord refusé, mais Eisenhower a protesté avec véhémence. L'autorisation formelle fut délivrée du 19 au 21 décembre 1944, peu après le début de l'offensive allemande. Il s'agissait de la première utilisation de fusées VT contre des troupes terrestres sur le théâtre européen. La décision s'est avérée correcte. Les obus fusionnés VT ont dévasté les formations allemandes prises à découvert lors de l'offensive des 8 repères. Les tests antiaériens navals avaient montré que les fusibles VT étaient 3 à 4 fois plus efficaces que les fusibles conventionnels contre les bombes volantes V1. Les fusées VT ont détruit 79% de toutes les cibles entrantes. La zone mortelle du fragment était de 3000 pieds carrés contre 60 pieds carrés pour les détonateurs conventionnels. Certaines estimations suggèrent que les fusées VT augmentent l'efficacité de l'artillerie de 200 à 700%. Les troupes qui avaient appris à survivre à l'artillerie conventionnelle en recherchant toute dépression dans le sol ont découvert que les fusées VT annulaient une telle couverture. Les obus ont explosé au-dessus d'eux, déversant vers le bas des fragments mortels qui ont frappé les hommes couchés dans des trous peu profonds. L'écrivain Robert Alsmuller, dont le journal a ouvert ce récit, a survécu à un barrage de fusées VT et a enregistré son expérience. Nous avions appris, sur le front de l'Est, à tomber à plat dès la première explosion. Même les dépressions peu profondes offraient une protection contre les fragments voyageant horizontalement. Mais ces obus démoniaques, comme nous les appelions, ont explosé au-dessus de nous. Les fragments tombèrent comme de la pluie. Des hommes dans des terriers, des hommes qui auraient dû être protégés, ont été tués par des fragments tombés verticalement. Il n'y avait aucune défense sauf des bunkers profonds, et nous n'avions pas le temps de creuser des bunkers profonds. Nous sommes tout simplement morts. L'impact psychologique des fusibles VT a aggravé leurs effets physiques. Les soldats allemands entraînés à répondre à l'artillerie en cherchant à se mettre à l'abri ont trouvé leur formation sans importance.
Le fait de savoir qu'aucune couverture sans protection aérienne ne les sauverait a provoqué la paralysie. Certaines unités refusaient de quitter leur position défensive, même sous ordre direct, car un mouvement à découvert signifiait une mort certaine si l'artillerie américaine les engageait. A aidé Friedrich Beauvais à documenter une quasi-mutinerie dans son unité au cours des dernières semaines de l'offensive d'Ardan. Ma compagnie reçut l'ordre d'attaquer une position américaine distante de 300 m. Les hommes ont refusé. Ils avaient vu ce que l'artillerie américaine faisait aux troupes à découvert, notamment avec les Kimbrough, ces nouvelles mèches qui éclataient en l'air. J'ai essayé d'expliquer que nous mourrions de toute façon si nous n'attaquions pas. Que les Américains finiraient par dépasser notre position. Les hommes ne voulaient pas bouger. Ils préféraient la possibilité d'être capturés à la certitude de mourir sous le feu de l'artillerie américaine. La capacité industrielle qui produisait de l'artillerie et des munitions américaines en si grande quantité représentait une autre dimension de supériorité que les soldats allemands ne pouvaient pas comprendre. Rock Island Arsenal a produit à lui seul plus d'obusiers de 10,15 mm. Plusieurs usines produisaient des obusiers de 155 mm et des armes plus lourdes. La production d'obus a atteint des niveaux stupéfiants tout au long de la guerre. La production allemande, entravée par les bombardements alliés, le manque de ressources et l'allocation inefficace de la capacité industrielle, n'a jamais approché les niveaux américains. Les pièces d'artillerie allemandes étaient souvent de conception supérieure à leurs homologues américaines, mais l'Allemagne les produisait en nombre insuffisant et n'avait pas la capacité industrielle nécessaire pour maintenir la production pendant la guerre. En 1944, les batteries d'artillerie allemandes fonctionnaient souvent à moitié, avec des canons détruits ou usés et aucun remplacement disponible. Plus grave encore, la production allemande de munitions ne pouvait pas soutenir des opérations intensives. Les batteries d'artillerie allemandes étaient souvent limitées à des allocations journalières minimales, parfois aussi peu que 2 à 3 obus par canon et par jour. Les batteries américaines n'étaient pas confrontées à de telles restrictions. Les observateurs avancés pouvaient appeler librement au tir, sachant que l'approvisionnement en munitions était effectivement illimité. Lieutenant Vrevogel, un officier d'artillerie allemand, a documenté la crise des munitions dans son journal de guerre. Nous avons reçu 50 obus par canon pendant toute la semaine. 50 obus pour soutenir un régiment d'infanterie face aux attaques américaines continues. Je devais justifier chaque mission de tir auprès du bataillon, en expliquant pourquoi cette cible particulière méritait une dépense de munitions irremplaçable. Pendant ce temps, l'artillerie américaine tirait quotidiennement des milliers d'obus sans aucun souci apparent de conservation. Nous avons mené la guerre d'un pauvre contre l'ennemi d'un riche. La disparité dans l'approvisionnement en munitions s'est manifestée dans la doctrine tactique. La doctrine de l'artillerie allemande mettait l'accent sur les tirs massifs sur des cibles de grande valeur, lancés uniquement après une planification et une approbation minutieuse. La doctrine américaine mettait l'accent sur les tirs réactifs immédiatement disponibles pour soutenir les opérations d'infanterie. Un chef de peloton d'infanterie américain pouvait demander et recevoir un soutien d'artillerie en quelques minutes. Un chef de peloton allemand pouvait attendre des heures avant de recevoir des tirs s'il en recevait. La logistique de l'approvisionnement en munitions a encore mis en évidence les avantages américains. L'artillerie américaine était entièrement motorisée, alimentée par des convois de camions capables de livrer des milliers d'obus aux positions avancées en quelques heures. L'artillerie allemande, tirée par des chevaux et souvent dépendante du transport ferroviaire pour ses déplacements sur de longues distances, a eu du mal à maintenir des stocks avancés adéquats. À mesure que la puissance aérienne alliée interdisait les réseaux ferroviaires allemands, l'approvisionnement en munitions devint de plus en plus difficile. La logistique américaine a également bénéficié de la standardisation. L'obus M1 tiré par des obusiers de 105 mm utilisait la même mèche que les obus tirés par des obusiers de 155 mm et des calibres plus gros. Cette standardisation simplifiait l'approvisionnement, réduisait les besoins en stock et garantissait que les fusibles étaient toujours disponibles. La production allemande de munitions, en proie à de multiples conceptions de fusibles et variantes de calibre, a souffert de pénuries chroniques de composants spécifiques, même lorsque la production globale est restée adéquate. La supériorité de l'artillerie américaine a eu un effet en cascade sur les options tactiques allemandes. Les commandants allemands, sachant que le regroupement des forces attirait des tirs d'artillerie dévastateurs, dispersèrent leurs unités. Mais les unités dispersées manquaient de puissance de combat et pouvaient être vaincues avec un repas de paix. Les forces concentrées pouvaient générer une puissance de combat mais devenaient des cibles pour l'artillerie américaine. L'un ou l'autre choix conduisait à la défaite. L'offensive d'Ardan, la dernière attaque majeure de l'Allemagne à l'ouest, a démontré cette dynamique avec une clarté brutale.
La planification allemande dépendait du brouillard et du temps couvert pour neutraliser la puissance aérienne américaine. Les planificateurs ont estimé à juste titre que les avions américains ne pouvaient pas opérer par mauvais temps. Ils n'ont pas compris que l'artillerie américaine n'avait pas besoin de beau temps. Au cours des premiers jours de l'offensive, les divisions blindées et d'infanterie allemandes ont réalisé d'importantes pénétrations contre les forces américaines surprises. Plus de 200 000 soldats allemands et environ 1000 chars lancèrent l'assaut initial le 16 décembre 1944. L'artillerie américaine les trouva ensuite. Manquant de mobilité pour se déplacer rapidement lorsqu'elles sont prises sous le feu, les batteries d'artillerie hippomobiles allemandes ont été détruites sur place. Manquant de réserves de munitions pour engager des tirs de contre-batterie soutenus, les canons allemands se turent tandis que les canons américains continuèrent à tirer. Stadtfettwebel Kurt Zimmermann, dont le journal fournit de nombreux détails sur les opérations de l'artillerie allemande pendant le renflement, a enregistré la disparité. Notre batterie était située dans les bois au sud de Saint-Vith. Nous avions 50 obus par canon. Notre allocation totale pour l'opération. Nous avons lancé une mission en soutien à notre infanterie. En moins de 10 minutes, les tirs de la contre-batterie américaine détruisirent 3 de nos 6 canons et tuèrent la plupart des chevaux. Nous avons tenté de déplacer les canons restants, mais nous manquions de chevaux pour les déplacer. Nous avons abandonné les armes et nous sommes retirés à pied. C'était le motif sur tout le front. Notre artillerie fut réduite au silence tandis que l'artillerie américaine continuait à tirer sans interruption. À Bazo, les munitions d'artillerie américaine étaient en fait limitées à seulement 10 cartouches par canon et par jour le 22 décembre en raison de pénurie. Malgré cette contrainte, l'artillerie américaine s'avère décisive pour briser les attaques allemandes autour de la ville encerclée. Lorsque le temps s'est éclairci après Noël, l'approvisionnement a repris et les tirs d'artillerie américains se sont considérablement intensifiés. Pendant toute la campagne des Ardennes, 4155 canons américains ont tiré 1 255 000 obus d'artillerie. Les unités allemandes qui avaient pénétré sur 50 km dans les lignes américaines se sont retrouvées piégées, encerclées par des forces américaines qui pouvaient faire appel à un soutien d'artillerie illimité une fois le réapprovisionnement repris. Obus Heinrich Müller, dont le régiment avait été détruit à Saint-Lô 6 mois plus tôt, commandait un régiment de remplacement pendant le renflement. Son rapport final, rédigé dans un camp de prisonniers de guerre après sa capture en janvier 1945, dresse un bilan sévère. Nous avons été vaincus par l'artillerie américaine avant d'être vaincus par l'infanterie ou les blindés américains. Chaque mouvement que nous faisions était observé par leurs avions et engagé par leur artillerie. Chaque concentration de force a été brisée par des tirs d'artillerie avant que nous puissions attaquer. Chaque position défensive a été détruite par l'artillerie avant que l'infanterie ne passe à l'assaut. Nous ne pouvions pas bouger, nous ne pouvions pas nous rassembler, nous ne pouvions pas nous défendre. Nous avons simplement absorbé les tirs d'artillerie jusqu'à ce que nous cessions d'exister en tant que force efficace. L'offensive prévue pour atteindre Anvers et diviser les armées alliées s'est arrêtée après moins d'une semaine, interrompue principalement par l'artillerie américaine. Les unités qui ont commencé l'offensive à pleine puissance l'ont terminée avec 30 à 40% de pertes, les tirs d'artillerie représentant la majorité des pertes. Les leçons apprises par les soldats allemands qui ont survécu à l'artillerie américaine sont arrivées trop tard pour changer l'issue de la guerre. Les personnes capturées et envoyées dans des camps de prisonniers de guerre aux États-Unis ont découvert que le système d'artillerie qui avait détruit leurs unités ne représentait qu'un aspect de la capacité militaire américaine. La capacité industrielle qui produisait des dizaines de milliers de pièces d'artillerie et des millions d'obus était la même capacité à produire des chars, des avions, des camions et tout autre instrument de guerre en quantité qui éclipsait la production allemande. L'écrivain de deuil Otto Schmidt, capturé en Tunisie et détenu dans un camp au Texas, a écrit dans une lettre transmise aux capteurs américains. J'ai vu l'industrie américaine. J'ai observé des trains transportant des centaines de pièces d'artillerie se diriger vers des ports pour être expédiés à l'étranger. J'ai vu des usines produire des obus par milliers. Les Américains nous ont vaincus non pas grâce à des tactiques supérieures ou à des soldats supérieurs, même si leur tactique était bonne et leurs soldats courageux. Ils nous ont vaincus grâce à leur pure puissance industrielle. Ils pouvaient se permettre de tirer 100 obus là où nous en avons tiré un. Ils pouvaient se permettre de perdre du matériel et de le remplacer en quelques jours. Nous ne pourrions pas égaler cela, et nous ne pourrons jamais égaler cela, peu importe combien de temps nous nous sommes battus. Les prisonniers de guerre allemands qui ont assisté aux exercices d'entraînement de l'artillerie américaine aux États-Unis ont pu constater par eux-mêmes le professionnalisme et la préparation qui ont rendu le système si efficace.
Les équipages d'artillerie américains s'entraînaient constamment, pratiquant la coordination et la communication qui leur permettaient de consacrer du temps aux missions ciblées. Les observateurs avancés travaillaient en étroite collaboration avec les unités d'infanterie, pratiquant l'intégration qui rendait les opérations interarmes américaines si efficaces. Lieutenant Friedrich Beauvais, l'officier d'artillerie capturé en Italie, a assisté à des conférences dans un camp de prisonniers de guerre où des officiers d'artillerie américains expliquaient leur méthode. Ces notes conservées dans les archives allemandes révèlent son admiration professionnelle. Ils ont systématisé tout ce que nous faisions par compétences et initiative individuelle. Là où nous comptions sur des officiers d'artillerie talentueux calculant des solutions de tir grâce à l'expérience et au calcul, ils ont créé des tableaux qui permettent aux officiers moyens d'obtenir les mêmes résultats. Là où nous dépendions de bons opérateurs radio pour maintenir la communication dans des conditions difficiles, ils produisaient des radios si fiables que même des opérateurs peu formés pouvaient maintenir le contact. Ils ont pris l'art de l'artillerie et l'ont transformé en un processus industriel reproductible et évolutif. C'est le secret de leur réussite. La transformation des prisonniers allemands s'étendait au-delà de l'appréciation technique. Beaucoup se rendirent compte que la propagande allemande sur la faiblesse militaire américaine était complètement fausse. Les Américains qu'ils ont rencontrés à la fois comme ennemis sur le champ de bataille et comme captifs dans les camps de prisonniers ont fait preuve de compétences professionnelles, de capacités industrielles et d'aptitudes organisationnelles qui dépassaient les capacités allemandes dans presque toutes les dimensions. L'écrivain d'Oberia Hans Müller, dont le journal raconte ses expériences dans les Ardennes, a été capturé lors de l'échec de l'offensive allemande. Ses dernières entrées dans son journal, écrites dans un camp de prisonniers de guerre, reflètent un renversement complet de ses croyances antérieures. On nous a dit que les Américains étaient des soldats inférieurs, qu'ils manquaient d'esprit combatif, qu'ils dépendaient de leur supériorité matérielle parce qu'ils n'avaient pas l'habileté et le courage des soldats allemands. C'étaient des mensonges. Les soldats américains se sont battus avec courage et habileté, mais ils ont également combattu avec des avantages matériels écrasants que le courage et l'habileté des Allemands n'ont pas pu vaincre. Plus important encore, ils combattaient avec un système d'artillerie si avancé que nous ne disposions d'aucun contre-attaque efficace. C'est ce facteur, plus que tout autre, qui nous a vaincus. Au début de 1945, alors que la situation de l'Allemagne devenait désespérée, la supériorité de l'artillerie américaine ne fit qu'augmenter. La production allemande de munitions s'effondre sous les bombardements alliés. Les unités d'artillerie allemandes ont perdu des équipages expérimentés à cause des pertes et ont reçu des remplacements inadéquats. Les chevaux allemands, essentiels au déplacement de l'artillerie, sont morts par milliers à cause du surmenage, du manque de fourrage et des tirs américains. Les batteries allemandes qui fonctionnaient avec 6 canons au début de la guerre fonctionnaient désormais avec 2 ou 3. Certaines divisions n'avaient aucune artillerie fonctionnelle. L'artillerie américaine, en revanche, se renforce. La production a continué à s'accélérer alors même que la guerre en Europe touchait à sa fin. Les usines américaines ont produit plus de pièces d'artillerie en 1944 que n'importe quelle année précédente. La production de munitions a atteint des niveaux permettant aux forces américaines de tirer sans restriction. Les nouvelles technologies, notamment une direction de tir améliorée, des ordinateurs et de meilleures radios, ont encore amélioré l'efficacité. La fin arriva en mai 1945 avec la capitulation inconditionnelle de l'Allemagne. Lors des batailles finales, l'artillerie américaine a démontré des capacités qui semblaient impossibles quelques années plus tôt. Des bataillons isolés pourraient fournir une puissance de feu écrasante sur demande. L'artillerie à plusieurs noyaux pourrait coordonner les tirs sur des cibles de zone, saturant des carrés entiers de la grille de la carte avec des obus. Les observateurs avancés pouvaient déclencher la destruction de n'importe quelle cible en quelques minutes, sûr que des tirs précis arriveraient rapidement. Les survivants allemands de ces batailles finales portaient en eux un profond respect pour l'artillerie américaine. Edmond Vrey-Hoffmann, le professeur de mathématiques qui avait analysé les tables de tir américaines, fut capturé dans la poche RUR en avril 1945. Son rapport militaire final rédigé pour les officiers du renseignement américain fournissait une analyse professionnelle de l'efficacité de l'artillerie américaine. Le système d'artillerie américain représente le point culminant de la guerre de l'ère industrielle. Ils ont appliqué des méthodes industrielles, une production de masse, une standardisation et une formation systématique pour créer un système d'armes d'une efficacité sans précédent. Les pièces d'artillerie allemandes individuelles peuvent être de conception supérieure. Les officiers d'artillerie allemands individuels peuvent égaler les compétences américaines, mais les Américains ont créé un système qui ne dépend pas de la supériorité individuelle.
Leur système produit une puissance de feu constante, écrasante et rapidement délivrée, quel que soit le niveau de compétence individuelle. Cette systématisation représente une révolution dans la guerre que l'Allemagne n'a jamais égalée et ne pourrait pas égaler compte tenu de nos limites industrielles. Dans les décennies qui ont suivi la guerre, les historiens analysant l'efficacité militaire américaine pendant la Seconde Guerre mondiale ont identifié l'artillerie comme étant peut-être l'avantage le plus important que possédaient les forces américaines des années 80. Alors que les chars et les avions retenaient l'attention du public, c'est l'artillerie qui a brisé les attaques allemandes, soutenu les avancées américaines et infligé des pertes importantes sur le théâtre occidental. Les professionnels militaires allemands étudiant leur défaite après la guerre ont toujours identifié la supériorité de l'artillerie américaine comme un facteur décisif. Le général Franz Halde, ancien chef d'état-major allemand, a écrit dans son analyse d'après-guerre, « L'artillerie américaine a réalisé ce que nous croyions impossible. Elle a transformé l'artillerie d'un bras de soutien en un système d'armes dominant. Leur coordination, leur contrôle de tir, leur logistique et leur production industrielle ont créé une force d'artillerie qui ne pouvait être égalée ou contrée. Les forces allemandes à l'ouest opéraient sous la menace constante de l'artillerie, incapables de se regrouper sans subir des tirs dévastateurs, incapables de se déplacer sans observation, incapables de combattre efficacement sous le poids des obus américains. Les innovations tactiques développées par l'artillerie américaine pendant la Seconde Guerre mondiale sont devenues le fondement de la doctrine de l'artillerie moderne. Le temps passé sur la cible reste la méthode standard pour coordonner les tirs d'artillerie. Les centres de direction des tirs restent la plaque tournante des opérations d'artillerie. Les observateurs avancés étroitement intégrés aux forces de manœuvre restent essentiels pour fournir un appui-feu réactif. La structure de base établie par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale persiste encore aujourd'hui. La fusée de proximité représentait une avancée si significative que son impact complet est resté classifié pendant des années après la guerre. L'impact psychologique combiné aux pertes physiques a souvent brisé complètement la cohésion de l'unité. Les soldats allemands pris à découvert par les obus fusionnés VT n'avaient aucune défense efficace pour les soldats allemands qui faisaient face à l'artillerie américaine. L'expérience a laissé des impressions permanentes. Stadtfeld Kurt Zimmermann, qui a survécu à plusieurs barges pendant le renflement, a immigré aux États-Unis dans les années 1950. Dans une interview en 1960, il revient sur ses expériences de guerre. On m'a demandé quelle arme je craignais le plus pendant la guerre. Pas des chars, même si les chars allemands étaient inférieurs aux chars américains de la fin de la guerre. Pas d'avions, même si la puissance aérienne américaine était écrasante. Pas même l'infanterie américaine, même si elle s'est bien battue. L'arme que je redoutais le plus, l'arme qui me donnait des cauchemars à l'époque, et qui me donne parfois encore des cauchemars aujourd'hui, était l'artillerie américaine. L'incendie soudain et dévastateur qui est arrivé sans avertissement. La connaissance que vous pourriez mourir sans jamais voir votre ennemi tué par des obus tirés à des kilomètres de distance. C'était une véritable terreur. L'histoire des soldats allemands et de l'artillerie américaine est en fin de compte une histoire sur la transformation de la guerre à l'ère industrielle. Le courage individuel et les compétences tactiques restaient importants, mais ils étaient éclipsés par la production industrielle, la formation systématique et l'efficacité organisationnelle. Les Américains avaient créé un système qui amplifiait les capacités des soldats moyens, les rendant plus efficaces que les soldats allemands exceptionnels combattant avec des systèmes inférieurs et un soutien inadéquat. L'artillerie qui a brisé les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale n'était pas le produit d'une seule innovation ou d'un individu brillant. C'était le produit d'une analyse systématique, d'une application industrielle, d'une formation complète et de ressources abondantes. Il représentait la puissance militaire américaine dans sa forme la plus efficace, utilisant la capacité industrielle et les compétences organisationnelles pour créer une puissance de combat écrasante. Pour les soldats allemands confrontés à ce système, l'expérience a été transformatrice. Ils sont entrés en guerre avec la conviction de la supériorité allemande. Ils ont mis fin à la guerre en sachant que la puissance industrielle et les capacités organisationnelles américaines avaient dépassé les capacités allemandes. Ils avaient appris à craindre l'artillerie américaine plus que toute autre arme, car elle représentait le fossé infranchissable entre les méthodes allemandes et américaines.